Moments ago, President Trump speaking with reporters during a bill ceremony to reopen the federal government. Reporters present were able to ask the president a host of questions, including on nationalizing elections and also the continued fallout over Jeffrey Epstein. Let's go straight to Scripps News White House correspondent Haley Bull, who's on the North Lawn. And Haley, let's start with the president's comments about Jeffrey Epstein. What did he have to say? Ce lundi matin, dans un climat déjà tendu sur la scène politique américaine, des indices ont laissé entendre que le président Donald Trump ferait directement pression sur le ministère américain de la Justice pour qu'il retire certains documents spécifiques des dossiers Epstein, des archives judiciaires liées au financier décédé Jeffrey Epstein. Cette information, initialement traitée avec prudence par la presse, a rapidement pris de l'ampleur lorsque des extraits de ces documents ont commencé à circuler parmi les journalistes indépendants, les analystes juridiques et les personnalités publiques qui suivent de près les développements impliquant des personnalités éminentes de l'élite politique, financière et diplomatique des États-Unis et d'autres nations. Selon les archives, parmi les noms cités dans les diapositives internes du FBI figurent Donald Trump, Harvey Weinstein, Glenn Dubin, le prince Andrew, Leon Black, Alan Dershowitz, Bill Clinton, Howard Lutnick et l'ancien procureur général William Barr. Le titre de la présentation serait sans détour « Noms éminents ». Le simple fait que ce type de contenu soit révélé dans un contexte de tentative explicite d'effacement institutionnel serait en soi suffisant pour générer un énorme retentissement. Mais ce qui a encore plus attisé les tensions, ce sont les descriptions d'allégations extrêmement délicates impliquant directement la figure de Donald Trump. L'une de ces allégations, attribuée à un témoin identifié comme Jane Doe, soutient qu'Epstein lui aurait présenté Trump et que, par la suite, l'homme d'affaires aurait commis un acte violent et sexuellement abusif. Dans un autre récit, Epstein aurait dit à Trump « Elle est bien, n'est-ce pas ?» en lui présentant la même jeune femme, et Trump aurait répondu « Oui ». Ces récits auraient été cités dans des procès antérieurs contre Epstein et auraient également des liens avec les témoignages présentés lors du procès de Ghislaine Maxwell, qui s'est déroulé en partie à huis clos. Ce qui accentue le degré d'étrangeté institutionnelle, ce n'est pas seulement le contenu en soi, mais la manière dont le président aurait réagi, avec des publications publiques apparemment sans rapport, exaltant des personnalités telles que Steve Bannon, précisément l'un des noms qui, selon les archives divulguées, entretenait également des contacts fréquents avec Epstein. Dans l'un de ses messages publiés par Trump, il partage une photo aux côtés de Bannon avec la légende « Deux grands hommes injustement traités par Joe Biden ». Cette réaction, loin de réduire la tension, semble avoir ajouté un nouveau niveau d'inquiétude publique en suggérant une tentative de distraction face à la gravité des liens révélés. La mention de Bannon dans les documents est longue et accompagnée d'échanges de messages avec Epstein sur des sujets tels que les campagnes électorales, les mouvements stratégiques internationaux, les rencontres avec des dirigeants tels que Vladimir Poutine et le soutien à des personnalités telles que Jair Bolsonaro. Dans l'un des extraits, Bannon mentionne son rôle de conseiller stratégique d'Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, et parle d'une longue campagne en cours. L'ampleur de ces dialogues, si elle est confirmée, laisse entrevoir un réseau d'articulation avec des intérêts multilatéraux et des interconnexions qui dépassent le simple territoire américain. Ce n'est pas seulement la proximité avec Epstein qui attire l'attention, mais aussi la participation active à des discussions géopolitiques très complexes. À ce stade, le soupçon cesse d'être ponctuel et s'inscrit dans une question plus large. Que signifiaient exactement ces liens? Et pourquoi maintenant, face à une production partielle des archives qui ont révélé environ 3 millions de pages, Donald Trump se serait-il empressé d'essayer de dissimuler des passages spécifiques? Selon des sources liées au processus d'analyse, le nom de Trump est déjà apparu dans plus de 5000 archives, avec environ 38 000 mentions directes à ce jour.
et cela ne représente que la moitié des documents qui seront encore rendus publics. La tentative de dissimuler, ou du moins d'influencer la gestion de la divulgation de ces données, a suscité diverses réactions au sein même de l'écosystème républicain. Certains alliés évitent de commenter le sujet, tandis que d'autres adoptent un discours visant à discréditer les fuites, les présentant comme le résultat d'une prétendue persécution politique. Mais le timing des événements et la répétition de stratégies visant à détourner l'attention, comme les publications de Trump vantant les monuments en Inde ou critiquant Trevor Noah et les Grammy Awards, suggèrent plus qu'une simple réponse émotionnelle. Elles indiquent un schéma de comportement, minimiser, attaquer, rediriger. Le message contre le comédien Trevor Noah, publié par Trump juste après la diffusion d'une blague sur lui et Bill Clinton dans le contexte de l'affaire Epstein, s'accompagnait d'une menace de poursuite judiciaire et d'accusations de diffamation. Dans ce message, Trump nie avoir visité l'île d'Epstein et affirme n'avoir jamais été accusé d'y avoir séjourné, même par les médias diffusant de fausses informations. Mais des documents antérieurs, y compris des témoignages présentés sous le sceau du secret dans des procès antérieurs, contredisent cette affirmation. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement le contenu de chacune de ces allégations, mais le droit de la société de savoir qui était impliqué, à quel degré et dans quelles circonstances. Et à cet égard, la tentative d'effacement de documents publics peut être interprétée par de nombreux analystes comme un geste présentant un risque institutionnel très élevé. Après tout, il s'agit de la relation entre un président et les mécanismes formels d'enregistrement, de transparence et de responsabilité au sein du système judiciaire américain. La méfiance s'amplifie lorsqu'on constate qu'outre les tentatives de suppression des archives, Trump intente parallèlement une action en justice contre son propre gouvernement, exigeant 10 milliards de dollars de compensation pour des fuites fiscales survenues il y a des années. Il s'agit d'une demande singulière, un président poursuivant le Trésor américain au motif que son image a été ternie par des informations qui, à ce jour, n'ont pas été totalement démenties. Au milieu d'une crise de crédibilité institutionnelle, ce type de mouvement contribue à brosser un portrait plus complexe et plus tendu d'une figure qui n'agit plus seulement en tant qu'ancien dirigeant, mais en tant qu'agent qui continue de remettre en cause les fondements mêmes de l'appareil public. Si vous appréciez les analyses qui contextualisent, relient les points et observent l'impact institutionnel des faits au-delà des apparences, suivre cette chaîne peut vous aider à ne pas vous perdre dans des récits superficiels. Ici, nous nous engageons à traiter la complexité des faits et à garantir l'autonomie du regard. C'est dans ce contexte que la tension commence à se déplacer des archives elles-mêmes vers les mécanismes institutionnels qui doivent désormais décider quoi en faire. Le ministère de la Justice, qui était déjà sous pression depuis la première divulgation partielle des dossiers Epstein, se trouve désormais confronté à une situation délicate. Traiter les noms de personnalités politiques, les accusations très graves consignées dans des documents officiels, tout en protégeant l'intégrité des victimes dont l'identité apparaît de manière directe, dans certains cas avec des photographies. La divulgation effectuée vendredi dernier, contenant plus de 3 millions de pages, ne représentait que la première moitié d'un ensemble qui pourrait dépasser les 50 millions de pages au total. Et, même à ce stade initial, 38 000 mentions du nom de Donald Trump ont déjà été confirmées, en plus d'environ 5 000 documents entiers qui contiennent son nom de manière récurrente. La question qui se pose n'est plus seulement celle de la nature des crimes attribués à Jeffrey Epstein ou à son réseau, mais celle de la manière dont le système judiciaire américain traite la documentation relative à ces crimes lorsqu'ils impliquent des personnalités politiques, économiques et diplomatiques de haut rang. L'affaire Tulsi Gabbard, révélée parallèlement par la presse, illustre bien ce dilemme. Selon un article du Wall Street Journal,
une plainte extrêmement grave a été déposée par un officier du renseignement américain contre l'actuelle directrice nationale du renseignement, l'accusant de comportements inappropriés. Le document serait tellement classifié qu'il aurait été enfermé dans un coffre-fort, les membres du Congrès débattant encore de la manière d'y accéder. L'avocat du plaignant, quant à lui, accuse le cabinet de Gabbard d'entraver le processus d'enquête. Même si cette affaire n'a pas de lien direct avec les archives d'Epstein, elle illustre comment certaines informations, lorsqu'elles atteignent certains niveaux hiérarchiques, ont tendance à être étouffées par des couches successives de protection institutionnelle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le comportement de Donald Trump, qui tente d'effacer une partie des archives, ne peut être considéré isolément. Il existe un schéma récurrent qui traverse différentes sphères du pouvoir, du ministère de la Justice au Congrès, des médias corporatifs à la diplomatie internationale, où les règles semblent être réécrites lorsqu'elles concernent les mêmes groupes que d'habitude. La stratégie consistant à repousser les choses à plus tard en invoquant des détails techniques n'est pas nouvelle. Elle a déjà été utilisée dans des affaires de torture, dans des scandales de financement illicite, dans des opérations clandestines ayant un impact international. Mais il y a quelque chose de particulièrement délicat lorsque cette stratégie est appliquée dans le cadre d'un scandale de trafic et d'abus sexuels sur des mineurs, avec des preuves déjà rendues publiques et des victimes qui réclament aujourd'hui justice après des décennies de silence institutionnel. La manière dont Trump choisit de réagir à cette situation en dit toutefois plus long que les mots qu'il publie. Lorsqu'il poste des images d'arcs monumentaux en Inde et se vante d'avoir été cité en couverture du magazine India Today, ignorant le fait que l'article critique sa position, ce geste révèle un effort délibéré pour détourner l'attention. Il ne s'agit pas seulement d'une autopromotion vide de sens, mais d'une technique répétée, remplir l'espace public de suffisamment de bruit pour occulter ce qui importe vraiment. Sur un autre front, Trump recourt à la vieille astuce consistant à attaquer des personnalités de la culture pop, comme il l'a fait en menaçant de poursuivre le présentateur Trevor Noah pour une blague impliquant sa présence supposée sur l'île d'Epstein. La tentative de disqualifier l'humoriste en transformant un commentaire ironique en une question juridique révèle le degré d'inconfort face à l'avancement des enquêtes et à la possibilité que le débat public échappe à son contrôle narratif. Pendant ce temps, des noms tels que Steve Bannon restent actifs en marge de ce jeu. Les messages trouvés dans les archives, mentionnant des plans électoraux internationaux, le soutien à des dirigeants tels que Jair Bolsonaro et des conversations avec Ehud Barak sur des campagnes à long terme, indiquent quelque chose qui dépasse le cadre des alliances idéologiques. Il s'agit d'une logique d'articulation entre des agents informels et des structures institutionnelles, médiatisées par des intérêts économiques et des stratégies de pouvoir qui opèrent simultanément à plusieurs niveaux. La proximité entre Trump et Bannon, réaffirmée notamment dans les récents messages du président, renforce cette idée que les liens n'ont pas été rompus, mais simplement adaptés au nouveau contexte. Sur le plan législatif, des voix républicaines telles que celle de Carlos Jiménez ont également commencé à émettre des signes de malaise. Dans une récente interview, le membre du Congrès cubano-américain a reconnu que les actions du gouvernement Trump à l'égard de la communauté immigrée provoquaient une réelle érosion politique, y compris parmi les latinos traditionnellement alignés sur les républicains. Selon lui, les politiques de déportation aveugle et de persécution des familles déjà établies seraient en train de revenir hanter le parti. Cette déclaration est significative car elle indique un glissement au sein même du noyau dur du Parti républicain, les membres les plus pragmatiques commençant à remettre ouvertement en question les coups politiques d'un soutien inconditionnel à la rhétorique MAGA. Ce type de scission est devenu encore plus visible après le revers républicain au second tour de l'élection spéciale pour le Sénat de l'État du Texas. Dans le district 9, Taylor Remitt, candidate démocrate,
a remporté une victoire écrasante dans une région qui avait largement favorisé Donald Trump lors des élections précédentes. Pete Sessions, membre du Congrès du Texas, a tenté de justifier ce résultat en invoquant les mauvaises conditions météorologiques et la fragmentation du vote conservateur. Mais les chiffres suggèrent une érosion plus profonde de la base, en particulier parmi les jeunes électeurs et les électeurs indépendants. Les publications successives de Trump avant l'élection, soutenant la candidate républicaine Lee Wamgans, n'ont pas suffi à inverser la tendance. Et le président lui-même a par la suite déclaré ne pas la connaître, bien qu'il l'ait promue à plusieurs reprises. L'incohérence de ses actions, tantôt embrassant ses alliés, tantôt les reniant, semble refléter un schéma plus large d'instabilité stratégique. À partir de là, la tension ne réside pas seulement dans l'exposition du passé, mais dans la conduite du présent. L'effondrement du Kennedy Center, conséquence directe des ingérences politiques et de la négligence administrative, est un autre exemple de la façon dont les structures culturelles sont rongées de l'intérieur. L'institution, créée en mémoire du président John F. Kennedy et consacrée comme patrimoine artistique national, enregistrait un excédent jusqu'à l'année dernière, même si elle fonctionnait comme une organisation à but non lucratif. Mais depuis que Trump est intervenu dans sa gestion en imposant des coupes budgétaires, des nominations sans expérience et des conflits avec les artistes, le centre a vu sa réputation s'effondrer. Les artistes ont annulé leur représentation, les employés ont démissionné et, face au vide institutionnel, Trump a simplement décidé de le fermer. La récente déclaration du musicien Ben Folds, ancien directeur artistique de l'établissement, révèle à quel point tout cela était prévisible. Dans une interview, il a déclaré avoir démissionné lorsqu'il s'est rendu compte que l'intention n'était pas de gérer, mais de démanteler, en commençant par la culture, puis en touchant progressivement d'autres sphères de l'expression publique. C'est dans ce contexte de convergence, entre tentatives d'effacement judiciaire, réactions institutionnelles fragmentées, tensions internes au sein du Parti républicain et abandon d'espace, que l'analyse devient plus urgente. L'affaire Epstein, en émergeant avec de nouvelles couches et de nouveaux noms impliqués, relance le débat sur les limites du pouvoir, les mécanismes de responsabilisation et le rôle du système en période de crise morale et institutionnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez ce type d'analyse qui cherche à aller au-delà des apparences. Pour suivre ce parcours de manière cohérente, abonnez-vous à la chaîne et recevez les prochains chapitres de cette couverture continue, toujours avec responsabilité et en mettant l'accent sur ce qui compte vraiment. Alors que les répercussions de cet épisode commencent à se propager au-delà de l'attention immédiate du public et à toucher des secteurs plus discrets de l'appareil institutionnel, diverses interprétations émergent quant à la signification réelle des actions de Donald Trump. Des avocats, d'anciens membres du ministère de la Justice et des analystes politiques présentent des interprétations divergentes, souvent contradictoires, sur ce que le comportement de l'ancien président révèle de la dynamique de l'État. Pour certains observateurs, la pression exercée par Trump sur le ministère de la Justice pour supprimer des passages des dossiers liés à Jeffrey Epstein constitue une tentative délibérée d'obstruction institutionnelle, avec des conséquences juridiques potentiellement importantes. D'autres, en revanche, interprètent cette action comme une mesure pragmatique visant à limiter les dommages politiques, typiques de ceux qui anticipent une exposition négative et cherchent, même tardivement, à en réduire les effets. Le scénario devient encore plus complexe face au silence du ministère de la Justice sous la direction du procureur général Merrick Garland, quant aux critères adoptés pour la divulgation partielle des dossiers et à la raison de l'inclusion de photos et de noms de mineurs, selon un article du Wall Street Journal. Les images de victimes nées entre 2004 et 2008, sans aucune anonymisation, ont suscité des critiques tant à l'égard du gouvernement que des procédures internes de révision du dossier. Des sources indépendantes indiquent que des journalistes ont alerté le ministère de cette erreur
et ce n'est qu'après cette intervention que les dossiers ont été révisés et que certains passages ont été supprimés. Cet épisode a suscité des débats dans le domaine juridique sur le niveau de responsabilité institutionnelle, lorsqu'il s'agit d'exposer des victimes tout en omettant des noms qui devraient figurer dans les futures publications. Il existe également des divergences quant à la signification des 38 000 enregistrements dans lesquels le nom de Donald Trump apparaît dans les documents déjà divulgués. Certains experts affirment que la simple mention du nom dans divers dossiers n'indique pas en soi une culpabilité ou une participation directe à des crimes. Ils soulignent qu'en raison de la longue exposition publique de Trump, son nom apparaît naturellement dans divers contextes, y compris dans des références de tiers. D'autres analystes affirment cependant que la fréquence de ces mentions et leur répétition dans les témoignages sur les rencontres organisées par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell avec des mineurs indiquent, à tout le moins, la nécessité d'une enquête plus approfondie. Cela est d'autant plus pertinent lorsque les témoignages sont cohérents entre eux, comme dans les dépositions du témoin identifié comme Jane Doe, cité dans différentes procédures, y compris le procès de Maxwell en 2022. Le débat s'intensifie lorsqu'on examine les relations de Trump avec des personnalités mises en avant dans les archives, telles que Steve Bannon, Glenn Dubin et Alan Dershowitz. Les messages échangés entre Bannon et Epstein, qui mentionnent les élections dans des pays comme le Brésil, Israël et le Royaume-Uni, ainsi que des stratégies d'influence politique, ont été interprétés par certains analystes comme des indices d'un réseau de pouvoir agissant parallèlement aux canaux officiels du gouvernement. La référence à Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, et à sa communication présumée avec Vladimir Poutine ajoute une couche supplémentaire de complexité, soulevant des hypothèses sur le rôle d'Epstein en tant qu'intermédiaire entre les intérêts privés et publics sur plusieurs fronts. Dans ce contexte, on observe un conflit non seulement entre des versions divergentes des faits, mais aussi entre différents modèles d'interprétation du fonctionnement institutionnel. Un courant analytique soutient que les événements récents, y compris la tentative de Trump de poursuivre le gouvernement pour 10 milliards de dollars en invoquant des dommages à son image, doivent être interprétés comme faisant partie d'une stratégie globale visant à affaiblir les institutions. Pour ce groupe, des actions telles que saper la confiance dans les organismes publics, attaquer les journalistes, affaiblir les espaces culturels comme le Kennedy Center et redéfinir les paramètres de légitimité du pouvoir politique constituent un schéma cohérent. D'un autre côté, certains soutiennent que ces analyses attribuent une cohésion stratégique à des comportements qui peuvent refléter les réactions chaotiques d'un individu soumis à des pressions multiples, juridiques, financières, électorales et en matière de réputation. Les experts en sécurité nationale mettent également en garde contre le risque que cette fragmentation institutionnelle crée une sorte de zone grise de gouvernance, dans laquelle les décisions importantes sont prises en dehors du contrôle démocratique formel. La manière dont le ministère de la Justice a traité les dossiers non encore divulgués et l'absence de règles claires en matière de publication renforce le sentiment d'opacité. Pour certains juristes, ce climat d'incertitude peut être exploité politiquement par des personnalités qui se présentent comme des victimes, même si elles font l'objet d'enquêtes approfondies. Un paradoxe qui marque le parcours récent de Donald Trump. Dans le domaine politique, les effets commencent déjà à se faire sentir. Des sondages internes indiquent une baisse de popularité auprès de certains segments, tels que les latinos et les jeunes conservateurs. L'élection au Texas, où la démocrate Taylor Remitt a battu la candidate alignée sur MAGA, Lee Wham-Gans, dans une circonscription auparavant favorable à Donald Trump, a déclenché des alertes sur le coup d'associer le parti à des discours de déni et de représailles. La tentative de Trump de se distancier du résultat en prétendant ne pas connaître la candidate qu'il avait soutenue quelques jours auparavant a suscité des critiques, même de la part de ses alliés traditionnels. Le membre du Congrès Pete Sessions
a évoqué une tempête de verglas comme facteur principal de la défaite, mais cette explication n'a pas convaincu les analystes conservateurs qui suivent la politique texane. Dans le domaine culturel, l'implosion du Kennedy Center continue d'être interprétée comme le symbole de la disparition des références culturelles considérées comme indésirables par le gouvernement précédent. Ben Folds, ancien directeur artistique de l'institution, a déclaré que la destruction du centre culturel représentait la première mesure autoritaire d'un projet plus large visant à affaiblir les libertés d'expression. Selon lui, le Kennedy Center n'était que la première étape, suivie d'attaques contre des journalistes, des comédiens, des éducateurs et des organismes de contrôle, transférant l'autorité à des centres de décision parallèles. Sur le plan économique, des signes de tension commencent à apparaître. Les rapports de Disney indiquent une baisse de 6% du nombre de touristes internationaux dans les parcs, ce qui montre la détérioration de la perception extérieure des États-Unis en tant que destination culturelle et économique. Bien que loin de la politique intérieure, ces données renforcent l'idée que les décisions qui affectent la crédibilité institutionnelle ont des répercussions transversales sur les affaires, la culture, les relations internationales et la confiance du public. À ce jour, aucune décision n'a été prise quant aux prochaines étapes. Le ministère de la Justice n'a pas encore annoncé s'il divulguerait la seconde moitié des dossiers, ni à quelle date. Le Congrès reste divisé sur l'accès aux plaintes, y compris celles déposées par Tulsi Gabbard. Face à la pression, la Maison-Blanche maintient une position modérée, sans s'impliquer directement dans les développements de l'affaire Epstein. Le scénario reste ouvert, avec de multiples fronts en conflit et une perception croissante que les institutions sont mises à l'épreuve dans leurs limites opérationnelles et éthiques. Si vous suivez cette chaîne jusqu'ici, vous comprenez l'importance de rester attentif à la manière dont ces événements s'imbriquent et affectent l'équilibre démocratique. Il est essentiel de suivre le contenu de manière approfondie pour comprendre les développements sans se laisser guider par des versions superficielles. Nous continuerons à fournir des analyses détaillées sur chaque nouveau chapitre de cette histoire.